Merci beaucoup pour l'invitation qui m'a été faite. Je suis très contente d'être ici parmi vous, de partager les petites choses que je connais sur le domaine du NRBC et de représenter ici la voix des industriels. Tout d'abord, je voulais répondre à une première question qui m'a été posée à mon arrivée. Pourquoi, pour porter la voix des industriels, pourquoi Ariane Group? On sait qu'Ariane Group lance des fusées dans l'espace, s'occupe du missile de la dissuasion nucléaire française. En quoi Ariane Group serait légitime pour parler de NRBC? Alors la première des choses, c'est de dire pour lancer une fusée, il faut maîtriser tout ce qui est risque pyrotechnique et toute la chimie qui est liée à ces objets. Et dans le cadre de la défense, le missile M51 emporte une tête nucléaire, je pense que tout le monde le sait ici. Et donc il faut savoir concevoir des infrastructures qui sont capables de fabriquer, de concevoir, de fabriquer et de mettre à poste des objets tels que ceux-là, en alliant dans un certain secret tout ce qui va être chimique, pyrotechnique et nucléaire. Et de par ce métier-là, depuis 40 ans, effectivement, Ariane Group est un acteur du NRBC français. Et c'est à ce titre que je porte cette voix. Mais je ne porte pas simplement la voix d'Ariane Group, je porte celle de l'industrie française. On a eu ici des témoignages, on a eu ici de familles, de victimes, on a eu des témoignages étatiques. L'idée, c'est aussi de dire que l'industrie française participe à cet effort de contrer la menace terroriste. Et c'est pour cette voix-là, c'est cette voix-là que je souhaite porter aujourd'hui, pas simplement ma personne, ma société ou les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé auparavant. Les industriels portent une mission au service de l'État. Et dans ce contexte actuel, le NRBC que je développerai ici, l'idée c'est de développer les outils nécessaires, utiles et efficaces, à juste titre. Et donc c'est un peu servir à son niveau. Je balayerai les contextes et les missions. Ce ne sera pas, j'espère, une redite par rapport aux paroles de Philippe Giraud. Je vous présenterai la proposition technologique française avec ce que ça comporte pour que chacun ait à l'idée les différents équipements et systèmes qui composent cette proposition technologique. Et j'en viendrai à l'exemple de Sequoia, qui est porté par Ariane Group, avec l'interconnexion croissante entre État et industrie, qui s'est déjà fait jour au vu des présentes présentations. Voilà. Le contexte national, on l'a déjà rappelé, c'est une menace de très haut niveau. Et une menace qui prend une forme NRBC nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Et les événements tout récents, cette présentation a été écrite avant, les événements tout récents viennent renforcer ce caractère. L'expérience, je n'ajouterai pas de mots supplémentaires aux mots qui ont été prononcés et qui nous ont tous touchés ce matin. Les événements douloureux ont forgé ou faits de sécurité civile ou toxiques. Alors c'est un petit peu lourd, mais c'est pour en venir plus précisément à la description des moyens. Donc la proposition technique française, elle couvre les 3 volets. Surveillance, détection, identification. Donc tous les capteurs sont représentés, tous les moniteurs NRBC, vous pouvez trouver des capteurs français. Donc ça, c'est très important d'être, nous, technologiquement forts dans ce domaine. Protection collective et individuelle, vous avez plusieurs acteurs systématiquement, et donc vous pouvez tout trouver en France. On est autonome de ce point de vue-là. Retour à la normale, il y a de belles compétences en décontamination et dépollution, j'y reviendrai. Et les acteurs du domaine se structurent autour du GIE Défense NBC, qui est une sorte de syndicat qui permet d'être plus fort à l'export également et de porter des paroles intéressantes ou des concepts intéressants, avec 14 membres. Mais ce ne fait pas tout le monde du NRBC en France, puisque vous avez des acteurs indépendants qui agrègent également une très belle connaissance du domaine. Voilà l'organisation de l'industrie française en termes de NRBC. Alors si on vient détailler... Alors c'est peut-être un petit peu dur juste après le repas, hein, j'en suis désolée, il y a des images après. Mais l'ensemble des... Donc je détaille en 3 volets. Le premier volet, c'est la surveillance, la détection et l'identification. Vous retrouvez des propositions de type système. Donc système, ça va être des systèmes de capteurs, des systèmes de surveillance avec plusieurs véhicules, des systèmes complets. Donc vous retrouvez les grands acteurs, CEA, Thales, NBC6, avec des équipementiers qui également sont capables de monter des réseaux de capteurs, hein, comme Mirion ou Prangin. Vous avez l'échelon équipement, qui lui couvre tout le domaine nucléaire radiologique, avec CEA, Mirion, Safimo, biologique, Bertin, CEA, NBC6, Prangin, le chimique, Bertin, Prangin, CEA, NBC6, et les explosifs aussi avec NBC6. Et tout ça s'appuie sur une recherche qui permettra à l'avenir d'adresser de nouvelles menaces ou d'avoir des objets ou des outils qui seront plus efficaces, plus utiles, plus légers, et qui couvriront plus de domaines. Alors, quelques images. Oups, si ça veut bien.
Voilà, donc là vous avez des choses qui sont classiques pour tous ceux qui ont eu à intervenir un jour. Donc j'ai vu qu'il y avait des personnes de la sécurité civile, j'ai vu qu'il y avait des personnes du RAID, donc c'est des personnes qui sont habituées à avoir ce genre d'équipement. Vous avez tout ce qui est détecteur nucléaire radiologique. Alors, je ne sais pas si vous voyez le point. Donc toute cette partie-là, c'est tout ce qui est détection NR. Donc c'est des technologies qui sont plus anciennes, parmi la gamme NR, B ou C, et donc plus classiquement connues et maîtrisées. Donc là-dessus, c'est un monde qui est beaucoup plus concurrentiel. Et on a pu aller jusqu'à la miniaturisation et jusqu'à des dosimètres, ce qui est vraiment l'idée ultime d'une protection. En deuxième lieu, je vais vous parler de la détection chimique. Alors, aussi parce que j'ai passé 8 ans dans cette société Prongin qui fait un capteur générique d'agents chimiques de guerre, tels que ceux qu'on a en Syrie. Et notamment, c'est les capteurs qui ont protégé les forces qui sont allées enlever le premier lot d'agents chimiques en Syrie. Donc c'est une technologie qui n'est possédée que par la France. Donc c'est assez intéressant de savoir qu'on est leader dans ce domaine face à des concurrents qui sont sur une technologie plus facile à flouer en termes de masquage. Un mélange permet de flouer les autres capteurs. Donc c'est assez intéressant d'avoir des capteurs de ce type-là. Alors autant le nucléaire et le radiologique, c'est quelque chose qui est très développé avec beaucoup de concurrents, autant le chimique, on commence à avoir une raréfaction des acteurs assez importante. C'est-à-dire qu'en Europe, vous avez 4 acteurs européens, un Français, un Anglais, un Allemand et un Danois. Un Finlandais, pardon. Et vous n'avez plus grand monde en dehors de tous ces pays. Donc l'Europe tient la corde et la France a une belle longueur d'avance. Donc c'est assez intéressant. Le domaine le plus compliqué à gérer, c'est le domaine de la détection biologique. Effectivement, autant quand vous avez une question sur est-ce que je suis en présence d'un agent, est-ce que j'ai un danger nucléaire, un danger radiologique, vous avez un capteur qui immédiatement peut vous dire oui ou non. Autant sur le chimique, vous pouvez avoir une question, y a-t-il un danger? Oui, de tel type. Alors on n'a pas le nom de l'agent, on ne sait pas si c'est du sarin, du taboun ou du GF, mais on saura que c'est un agent neurotoxique. Autant sur le bio, vous n'avez pas de réponse physique. C'est-à-dire que vous pouvez être en présence d'un agent, mais si vous ne posez pas la question qui correspond à cet agent, vous ne l'aurez pas. La question, c'est un test. Donc il faut avoir peut-être une alerte, tout d'abord, et après vous faites un prélèvement. Donc c'est déjà quand même pas si simple. Un prélèvement de terre est souillé, donc on ne peut pas forcément faire d'analyse. Et après, vous êtes obligé de faire une analyse par type d'agent recherché. Donc par exemple, si vous cherchez la peste, vous aurez la réponse que pour la peste. S'il y a de la toxine botulinique ou de l'anthrax, vous ne le saurez pas. Donc il faut poser une question par agent. Donc on est sur un domaine qui est beaucoup plus complexe que ne le sont les domaines du nucléaire, du radiologique et du chimique. Donc c'est des choses un petit peu variées qui donnent un état de la complexité de la réponse à apporter. Voilà pour quelques images qui vous permettent de voir à quoi ça ressemble. Effectivement, c'est un peu vert kaki, même si la plupart sont utilisés de façon duale. Concernant la protection collective et individuelle, ça couvre tout ce qui va être assainissement de l'air ambiant. Parce que, par exemple, la plupart des agents chimiques de guerre ou les agents bactériologiques sont faits pour se dissiper dans l'atmosphère et venir vous attaquer par les voies respiratoires ou par le contact avec la peau. L'idée, c'est de venir purifier l'air en le filtrant sur des charbons actifs. Et vous le faites de 2 façons. La première des façons, c'est de le faire avec protection collective, c'est-à-dire que la ventilation complète de la pièce est NRBC, donc vous venez filtrer tous ces éléments de l'air, donc vous assainissez pour la collectivité, et vous protégez comme ça des abris, des shelters ou des lieux. Et vous avez en deuxième lieu la protection individuelle qui, elle, correspond à un masque à gaz que chacun porte sur son nez. Donc beaucoup plus égoïste, mais des fois ça sert. Donc les systèmes, vous avez tous les types de systèmes qui vont depuis l'attente de protection, la capacité à optimiser des flux d'air dans une installation, c'est-à-dire que par cascade de dépression, vous venez protéger et éviter qu'une pollution se répande, ou alors avec une surpression, vous évitez que de l'air vicié de l'extérieur vienne à l'intérieur d'un bâtiment. Ça, c'est des choses qui sont très bien maîtrisées en France, et on a pas mal d'acteurs qui savent faire ça, comme Clean Air Technologies, ou NBC6 ou SP Défense. Dans tout ce qui va être charbon et mise en œuvre de charbon, les 2 grands acteurs français sont NBC6 et SP Défense, qu'on retrouve ici, qui sont capables de protéger depuis la personne, donc avec des masques, jusqu'à des bâtiments complets, quels qu'ils soient, ou même des véhicules embarqués. Donc, vous avez donc le niveau système, le niveau équipement, donc avec toute la déclinaison que vous avez là, et une très très grande recherche sur tout ce qui va être composants, matériaux, charbon actif, et façon de les créer. Donc une grosse recherche qui nous permet d'avoir une longueur d'avance et d'être toujours à la pointe de ce qu'il y aura à filtrer un jour dans l'air.
quelques images. Donc voici à quoi ressemble une tente protégée collectivement. Ça, c'est une tente qui peut servir à la fois en hôpital de campagne. Vous avez un événement chimique, comme par exemple, ou un événement biologique. Événement chimique comme il y a eu en Angleterre, par exemple. Vous avez pu voir fleurir ces tentes aux abords de lieux où on a fait toutes les études pour le double agent russe et sa fille. Donc ils ont monté des tentes de ce type-là pour protéger l'ouverture de tous les indices qu'ils ont pu trouver. Ça leur permettait, eux, de travailler en sécurité sans venir polluer et risquer de blesser d'autres personnes. Vous avez aussi ce genre de choses qui permet de venir décontaminer en masse des personnes et éviter qu'elles continuent à se blesser avec ce qu'elles portent, ou éviter qu'elles transportent la contamination, comme s'il y avait pu y avoir le cas au Japon avec l'attentat du sarin. Donc ça, vous avez des choses comme qui peuvent être... C'est Utilis, par exemple, qui est un grand nom de ce domaine-là. Alors là, vous avez un exemple. Alors ça ne parlera qu'aux plus... férus d'entre nous, c'est les filtres FMM1. Ce sont des filtres qui servent à filtrer collectivement des pièces et qui sont impliqués dans beaucoup de bâtiments stratégiques français, étrangers, qui équipent tous les bâtiments de la Marine nationale. Donc c'est des filtres qui sont très très connus. Voilà, je voulais vous les montrer. En termes d'optimisation de flux d'air, ça c'est l'Arche de Tchernobyl, qui est ventilée par une société française, Clean Air Technologies. Donc on peut saluer la capacité des Français à proposer des talents à l'étranger, pas simplement en France. Côté protection individuelle, vous retrouvez Paul Boyer, vous retrouvez Ouvry, vous retrouvez NBC6, donc des grands noms et des choses très très classiques. Et là, c'est utilisé par toutes les forces d'intervention en France et à l'étranger. Le retour à la normale concerne les mesures médicales, la décontamination et le traitement des déchets. Côté médical, vous avez la pharmacie centrale des armées et d'autres laboratoires qui travaillent à trouver les médicaments qui vont vous aider à survivre en cas d'exposition à un agent biologique, à un agent chimique. En termes de décontamination, dans le cas d'une attaque, ce qui est important, c'est de pouvoir se libérer de l'agent toxique et ainsi éviter des blessures supplémentaires ou d'aller blesser d'autres personnes. Et en termes de déchets, on va un peu plus loin, on va au-delà de traiter les déchets de la décontamination, puisqu'il y a 20 ou 30 ans, on mettait tout ça dans la nature et puis tout allait bien, mais on ne peut juste plus faire ça. Donc l'idée, c'est de retraiter ces déchets, les traiter d'une façon qui soit propre et qui ne mette personne en danger. Mais dans le terme de déchets, on va un peu plus loin. Il y a certaines munitions très anciennes qui sont considérées comme des déchets. Donc la dépollution va jusqu'à dépolluer les obus et les munitions de la Première Guerre mondiale également. Donc voilà à quoi ressemble quelque chose que tous ceux qui ont fait leur service militaire et dû opérer dans des forces NRBC ont eu à utiliser, le fameux gant poudreur qui permet de récupérer le toxique et le déplacer. Donc ça ne décontamine pas, ça permet d'enlever la masse comme un lavage. Et vous avez ici une version un peu plus moderne d'une autre société, ici utilisée par nos collègues tchèques. La fameuse seringue d'atropine auto-injectable, en cas de sarin ou d'autres organophosphorés, vous pouvez c'est un peu brutal quand même, venir vous piquer et venir auto-injecter la dose et vous sauver. Ça fait mal, mais ça sauve. Et vous avez ici un exemple de matériel pour décontamination qui permet de venir décontaminer des hélicoptères, des avions, des bâtiments, des véhicules qui sont passés dans des zones contaminées. À savoir qu'après, il faut décontaminer l'objet qui est venu décontaminer, parce qu'évidemment, c'est la saleté, on en met un peu partout, mais bon, voilà. En tout cas, ça ressemble à ça, et c'est fait selon des règles assez précises de dimensionnement, des peintures spécifiques. Il n'y a pas de creux pour garder la contamination. Les peintures ne gardent pas le toxique. Et vous retrouvez ici les protections individuelles. Tout le monde est protégé. Je ne me moquerai plus de vous, Philippe, sur le passage des diapos. Voilà. Un exemple de réalisation. Vous reconnaissez ici le magnifique bâtiment. C'est un exemple de ce qui a pu être fait il y a quelques années, qui a concerné la mise en place des moyens de protection pour le PR. Le contexte particulier était un bâtiment historique, donc compliqué, pas du tout fait ou conçu pour un jour abriter une quelconque protection NRBC. Et puis une certaine obligation de discrétion. On ne parle pas que du patrimoine historique, on parle de la discrétion en vue d'autres yeux. Et il fallait que ça soit très efficace, bien entendu. Donc, pour faire simple,
protection collective et protection individuelle ont été mises en place de façon complète avec la seule proposition technologique française. Voilà. On pourrait citer plein d'autres exemples, mais il risquerait d'être encore plus discret que celui-ci. Simplement, il est important de savoir qu'au-delà des bâtiments, des installations critiques, des bâtiments de surface, des moyens mobiles, l'État a décidé il y a quelques années d'étendre cette possibilité de protection à ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, comme citait Philippe Giraud tout à l'heure. Pour que l'État ait une certaine résilience face aux actes terroristes, il faut qu'il puisse continuer à fonctionner, même de façon dégradée. Donc l'idée, c'était de doter tous les opérateurs d'énergie, de communication, de décision, de tout, de tous ceux qui assurent la survie d'un État, le fonctionnement d'un État, de leur donner la capacité de continuer à fonctionner. Donc tous les appareils, tous les équipements que vous avez vus précédemment, qui auparavant étaient dévolus uniquement aux fins militaires, ont été classés de façon spécifique pour pouvoir être utilisés par des opérateurs privés. Et là, on voit ici le premier pas qui est fait vers la connexion entre l'État et le monde industriel et le monde civil. Pour les personnels engagés, on retrouve tous les équipements que vous avez vus et l'idée qu'il va falloir développer les capacités régaliennes et les compétences régaliennes par des acteurs privés. C'était le débat de ce matin, je pense qu'il va se poursuivre cet après-midi. Du coup, cette façon de faire s'appuie sur la collaboration étroite entre l'État, qui doit spécifier très clairement ce dont il a besoin, et l'industrie qui doit répondre, définir et réaliser les objets faits pour cela. Je pense qu'il y a un truc. Il s'endort au fur et à mesure de la présentation. J'espère que vous, non, mais... Bon, c'est très agaçant. Ouais, je veux bien que... Non, eh ben voilà, j'ai passé 30... Non, super. Voilà. Je voulais vous parler d'un exemple particulier qui me touche directement, puisque c'est Ariane Group qui est dépositaire de ce programme qui s'appelle Sequoia. Sequoia pour site d'élimination de chargement d'objets identifiés anciens. Donc sous l'acronyme pas très agréable, ça consiste à venir détruire en toute sécurité, en toute propreté, les obus chimiques de la Première Guerre mondiale. Les soutes sont pleines, il faut les détruire. Donc l'État français a choisi de confier cette mission à une société industrielle. C'est très différent des autres pays qu'on peut tous citer, qui eux ont gardé ça dans leur giron. Donc c'est des militaires, c'est des démineurs qui opèrent partout dans le monde. Et en France, l'idée a été de dire, c'est l'industrie qui va faire. Donc l'industrie va concevoir, réaliser et exploiter, ce qui est très très important. Du coup, ça donne un certain nombre de contraintes assez fortes sur le programme. La manipulation des munitions anciennes, c'est pas possible pour un travailleur en France. Le droit du travail dit simplement non. Donc les démineurs, eux, peuvent les manipuler, peuvent faire ce qu'ils veulent, en toute sécurité, mais ça c'est leur bien. Simplement, ils déposent les munitions à l'entrée du site, enfin ils les déposent, c'est un peu plus interfacé que ça, mais ils transfèrent la responsabilité à l'entrée du site, et à partir de là, c'est à l'industriel de gérer le risque pyrotechnique, le risque chimique, et tout ce qui va avec. Donc dans le risque pyrotechnique, effectivement, ce sont des vieilles munitions qui ont été déjà tirées, donc qui ne sont pas nature instable, qui viennent être changées de lieu. Elles viennent être déterrées d'un champ ou bougées d'une soute. Et puis, il y a toute la pyrotechnie additionnelle, c'est-à-dire que le procédé de destruction ne peut pas se suffire de la potentialité de l'arme à se déclencher. Donc, il faut en plus ajouter des charges. Donc, il y a ce risque pyrotechnique à gérer. En risque chimique, les questions ont été intéressantes sur les années qui ont précédé la spécification, parce que pour un travailleur, on parle exposé à un risque chimique, on parle de VLEP, donc valeur limite d'exposition des personnels. C'est très bien, mais pour un agent chimique de guerre qui est juste fait pour tuer, on est sur des valeurs qui, d'une part, sont extrêmement faibles, donc peu mesurables, et par ailleurs, qui ne sont pas connues. Il n'y a pas d'études épidémiologiques sur comment l'hypérite peut tuer quelqu'un. Enfin, à partir de quel niveau d'exposition pendant 8 heures par jour on peut avoir des dégâts sur l'être humain. Donc c'est des choses qui sont assez compliquées à gérer. Il a fallu que l'État lui-même fasse les études nécessaires pour être capable de donner ces seuils. Donc c'est un risque pyrotechnique, un risque chimique. Le lieu est un site militaire, mais on n'a pas de désert en France qui soit à des milliers de kilomètres d'une quelconque population. Donc on a aussi l'existence de riverains pour lesquels il a fallu gérer les risques chimiques et explosifs.
On a une législation environnementale, hein. On est civil, donc on respecte tout. Et en plus, tant qu'à faire, on a mis ça dans une zone Natura 2000 avec des jolies espèces à protéger. Alors, je vous ai fait grâce des vieux obus rouillés. Hein, j'ai préféré, je me suis dit c'était plus joli de vous montrer l'azuré du serpolet, la gentiane sidée ou le lézard des souches. On a juste 222 espèces protégées sur le site de Séquoia. Voilà. Donc 99 en liste rouge. Bon, donc un petit effort s'imposait. Du coup, de toutes ces contraintes extrêmes, risques pyrotechniques, chimiques, le droit du travail, la législation environnementale, la présence de rives marins et Natura 2000 et les petits papillons, on est venu à un site hors norme qui s'appelle Séquoia, qui est le site qui a vu le jour, hein, qui existe, qui est en phase de mise au point de destruction des armes chimiques anciennes en France. Et à terme, ce sera le premier site qui fonctionne de façon complètement civile, de façon complètement sûre et complètement propre, ce qui est une première mondiale. Ça va venir. Comment ça s'interface? Alors, rapidement, le camion des... Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je ne vois pas du tout le point. Si, ça y est. Donc, le camion des démineurs arrive. Donc, c'est une enceinte de détonation qui arrive chargée de munitions. Donc, on est prévenu à l'avance de qui amène quoi. Hein. Enfin, c'est quand même très, très réglementé. Un certain nombre de munitions. Ces munitions sont... de façon complètement téléopérée. Je peux vous remontrer sur le bâtiment. Vous avez ici le bâtiment administratif et vous avez ici le bâtiment procédé. Et en phase de traitement des munitions, une fois que le camion est arrivé, vérifié et arrive ici, tout est fait de façon téléopérée et toutes les personnes sont ici et il n'y a personne là-bas. Donc tout est en sécurité. Et les zones, effectivement, la distance est calculée en fonction du risque. Donc le camion vient apporter les munitions. De façon complètement téléopérée et commandée depuis le bâtiment administratif, des robots viennent prendre les munitions, les déposer sur des boîtes de détonation, enrober tout ça des explosifs qui vont bien, transposer l'ensemble dans la chambre de détonation qu'on referme, on fait claquer au vide, et après on traite tous les gaz. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de complètement propre et sûr. Donc les personnels ne sont jamais au niveau du bâtiment procédé, il n'y a pas de rejet. Donc, usine téléopérée depuis l'ensemble, c'est-à-dire que jusqu'au GRV qui est éliminé en filière industrielle de traitement, il n'y a aucune intervention de l'homme, à part avec des manettes à 300 mètres de distance. Absence de cheminée. Alors, on aurait pu faire avec des cheminées propres, hein, mais c'est toujours les mêmes débats pour les enquêtes d'utilité publique. Les centrales nucléaires qui mettent des beaux volutes blancs, tout le monde dit « oh là là, on nous ment, c'est pas de la vapeur d'eau, c'est bien plus dangereux ». Donc, là-bas de cheminée, il n'y a pas de débat. Donc, ça s'est passé beaucoup plus simplement. Et après, il y a tout ce qui ne se voit pas, donc les eaux, les poussières, et tout a été traité de même. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune eau de ruissellement du site qui va à l'extérieur, tout reste à l'intérieur. Et pour vous dire jusqu'où ça a été, alors, impact effectivement d'explosion et de volume de nuages chimiques en cas de problème. Le respect de la nature, elle est au-delà des rejets. Quand même, on peut citer la lumière. C'est-à-dire que le site est éclairé, parce que c'est un site militaire, donc comme tous les sites militaires, il est éclairé la nuit. La lumière va vers l'intérieur du site, ne va pas vers l'extérieur pour ne pas gêner la pipistrelle commune, parce que ça pourrait les gêner pendant leur nuit et les désorienter, donc on pourrait gêner cette espèce menacée. Et par exemple, le bruit aussi. Il était question à un moment d'opérer en 2-8, 3-8 l'usine. Eh bien, la nature en a décidé autrement, puisqu'il ne fallait pas faire de bruit pour les oiseaux. Donc vous avez ici le terrier des prés, pour pas les empêcher, pour pas les gêner dans leur sommeil. Et donc, on ne tire pas avant 5h30 le matin et pas après 18h le soir. Donc voilà, quand même. Donc, le fait d'avoir une interconnexion entre l'État et l'industrie reporte un certain nombre de contraintes, effectivement, mais ce n'est pas simplement un report, il y a aussi une augmentation des contraintes qu'on n'aurait pas forcément eues en milieu purement militaire. Donc l'idée de tout prendre en compte pose d'autres questions que celles qui étaient initialement pressenties. Je vais y arriver. En conclusion, l'industrie accompagne l'État dans ses missions, effectivement. L'idée de mettre à disposition des outils nécessaires, utiles et efficaces. L'idée n'est pas forcément que de gagner de l'argent, c'est aussi de faire vivre des employés, mais aussi servir l'État. Donc de l'équipement système à tous les niveaux et sur tous les périmètres. Surveillance, intervention, traitement. Servir à son niveau, comme chacun. Merci à vous.